merci beaucoup pour cette occasion de venir discuter avec vous des CPS, avec une approche, effectivement, on va voir, orientée sur la coopération. C'est bon, ça fonctionne. Alors, je ne vais pas revenir sur la question des définitions. Ça a été soulevé. La question des définitions, elle peut être particulièrement complexe et nous occuper passablement de temps. Donc, je vais juste m'appuyer sur une définition très, très générale de l'OMS que vous avez certainement toutes et tous en tête. Donc, avec juste l'idée de pouvoir poser que par rapport à ces définitions, on va retenir que c'est la capacité à faire face efficacement aux exigences, aux défis de la vie quotidienne et on va dire aussi de la vie scolaire. Et ce qu'on va en retenir, c'est qu'on va jongler sur 3 types de compétences cognitives, sociales, émotionnelles, en s'appuyant sur les référentiels que vous avez tous et toutes en tête, j'imagine. Et je vous ai mis aussi le rapport plus spécifique pour la voie professionnelle. Et je salue les collègues de Profane Transfert qui sont dans la salle, parce qu'effectivement, une de mes missions actuelles est d'accompagner la mission Monteil pour le déploiement de Profane Transfert qui vise à proposer aux formateurs, formatrices d'aller former leurs collègues de la voie professionnelle à des pratiques pédagogiques pour soutenir le développement des compétences psychosociales des élèves. Alors, on pourrait revenir sur ces définitions, elles sont réactualisées, on voit effectivement que c'est complexe, que dans la mise à jour de 2025, on propose de le faire en différentes phases. Alors là où je suis un tout petit peu embêtée, c'est que comme je ne peux pas utiliser mon ordinateur, je ne peux pas sauter les diapositives en fonction de l'introduction ou du temps qui passe, donc je vais être obligée de suivre ce que j'ai prévu initialement sans pouvoir réajuster. Ça va le faire. Donc, voilà. Juste pour poser les choses, dire qu'on s'intègre dans ce cadre-là, mais ce que je vais retenir et là où je vais me focaliser aujourd'hui, c'est l'idée que les CPS, si ce sont des compétences, ça veut dire que le parti pris, c'est qu'elles peuvent se développer. On peut contribuer à soutenir ce développement avec des apprentissages formels, des apprentissages informels. J'imagine que la deuxième conférence sera tout à fait complémentaire à ce que je vais vous proposer parce que, effectivement, moi, la porte d'entrée que je vais prendre, c'est pas forcément des actions spécifiques pour développer ces compétences psychosociales dans la classe, mais ça va être de réfléchir à la manière dont le contexte, les pratiques enseignantes, les pratiques pédagogiques, les gestes professionnels, le climat de classe, les échanges avec les pairs, tous ces éléments au sein de la classe peuvent contribuer à développer les CPS. Alors, j'aurais pu faire un petit préambule aussi pour souligner à quel point c'est important, parce que les CPS, mais j'imagine avec tout ce que vous travaillez dans votre académie, que vous l'avez bien en tête, c'est pour ça que je n'ai pas fait ce préambule pour aujourd'hui, les CPS sont particulièrement importantes pour la réussite des élèves, pour leur bien-être, pour leur adaptation à la vie et à la vie professionnelle. Et le constat qu'on peut faire, c'est qu'elles sont inéquitablement réparties parmi les élèves avec des différences en termes de genre, des différences en termes du milieu social des élèves et donc que c'est particulièrement important pour des pratiques équitables de pouvoir le développer en classe. Mais effectivement, ça devient particulièrement important de les développer dans le cadre de la classe pour que tous les élèves puissent être outillés. Et par rapport à ce constat, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est d'aller voir des pratiques pédagogiques particulières qui contribuent au développement de ces compétences psychosociales. Donc on va faire un zoom sur les pratiques coopératives structurées. Vous allez voir que le mot structuré va structurer ma présentation. Je vais vous faire effectivement cette proposition en 3 points. Je vais commencer par venir discuter un petit peu de pourquoi je parle de coopération structurée en classe, de l'importance des interactions, en prenant en compte le statut parmi les pairs. Okay. Et pour pouvoir voir ensuite l'importance
de la pédagogie coopérative parce qu'elle va nous offrir des propositions pour aller soutenir, organiser les interactions entre élèves, préparer les élèves à coopérer. Donc on verra un ensemble de principes et les résultats de recherche qui nous permettent de nous dire qu'on a des leviers intéressants pour travailler les compétences psychosociales. Mais on verra aussi que c'est particulièrement compliqué et donc je terminerai avec l'introduction de pratiques peut-être plus facile à mettre en œuvre, que j'appelle des mini-structures coopératives. Donc en 3 points. Si vous avez des questions, comme on a un petit temps d'échange après, si vous voyez qu'il y a des choses qui vous bloquent pour pouvoir poursuivre, vous n'hésitez pas à interrompre. On peut aussi le faire au fur et à mesure. Ça vous convient comme ça ? Alors, quelques mots sur la coopération en classe. Déjà, pourquoi s'intéresser à la coopération ? Donc, si on regarde un peu la littérature, on peut voir que la coopération, elle est mise, j'allais dire, à plein de sauces différentes. En tout cas, elle est déclinée dans plein de domaines. Si on regarde cette littérature, on voit des résultats qui vont mettre en évidence que la coopération, elle est intéressante pour soutenir la qualité des relations, la qualité de l'engagement et des apprentissages des élèves. On voit également qu'elle va être introduite sur la visée inclusive, l'inclusion des élèves en classe, sur la différenciation pédagogique, la gestion de classe, le climat de classe, le développement des CPS et plus récemment les comportements pro-environnementaux. Donc on voit qu'on a un ensemble de bénéfices. C'est pas magique. Pour moi, la focalisation que je vais prendre, c'est parce que ça génère des interactions entre élèves. Ça m'évite aussi de rentrer dans parfois une discussion qui s'avère sans fin en France, notamment entre est-ce qu'on parle de coopération, de collaboration. Il y a un certain nombre de questions là-dessus. Moi, de côté très pragmatique, je vais vous parler d'interaction entre élèves. Vous l'appelez collaboration, très bien. Vous l'appelez coopération, très bien. Moi, je l'appelle coopération puisque je vais vous expliquer le cadre théorique sur lequel je m'appuie. S'ancre dans cooperative learning, donc j'ai tendance à appeler ça coopération. Ça vous convient comme définition ? Et notamment en France, également, on a plusieurs approches quand on va parler de coopération et c'est important de reconnaître cette complémentarité. On a des approches qui vont être davantage ancrées dans des mouvements militants, historique, avec l'idée d'associer l'élève au processus d'apprentissage. On va être sur un ancrage qui s'appuie sur l'éducation nouvelle et qui peut être en lien avec les coopératives scolaires. On va toucher l'organisation de la classe, la formation du citoyen. On voit que c'est une organisation très large de la coopération qui va couvrir un empan assez important. Et on a en parallèle des propositions qui vont être beaucoup plus focalisées. On va être focalisé davantage sur les interactions au service des apprentissages, avec un ancrage sur la structuration de ces interactions en s'appuyant sur des données de recherche qui montrent que quand on va structurer les interactions d'une certaine manière, on obtient des bénéfices sur à la fois l'engagement cognitif, les apprentissages, la qualité des relations. Donc vous voyez que cette approche-là, elle est beaucoup plus réduite et on assume qu'elle soit plus réduite parce qu'elle va viser des éléments beaucoup plus centrés sur les apprentissages plutôt que sur la vie globale de la classe. Et c'est dans cette approche-là que je vais vous proposer de me suivre aujourd'hui et je vais vous donner quelques mots de pourquoi je choisis cette approche-là. Mais on est d'accord qu'elles sont complémentaires avec des visées qui se répondent tout à fait. Pour moi, ce qui fait que je vais m'orienter sur cette approche très structurée, qui peuvent parfois prendre un peu à rebrousse-poil des enseignants qui sont plutôt dans l'orientation militante. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de comprendre le pourquoi. C'est que je vais m'appuyer sur les travaux d'Elisabeth Cohen et Rachel Lotan qui vont travailler sur le statut parmi les pairs. Je vous en dis quelques mots. Et la paire de lunettes que je vais porter tout au long de cette présentation, ça va être une paire de lunettes qui est plus focalisée sur les élèves plus fragilisés.
Ce constat, il s'appuie sur des observations qu'on peut faire dans les classes où on voit qu'il y a une certaine hiérarchie dans la classe. On a des élèves qui vont prendre davantage de place et des élèves, au contraire, qui vont être davantage en retrait. Pour moi, c'est important de le comprendre par l'intermédiaire du statut parmi les pairs. Ce que montrent ces travaux, c'est que la place que l'élève va avoir va être déterminée par un ensemble de caractéristiques. Des caractéristiques locales de statut, et notamment dans la salle de classe, c'est le statut scolaire, être bon élève, mais le statut de popularité aussi, être sympa, être populaire, rigolo, rigolote, mais aussi des caractéristiques diffuses de statut qui vont toucher l'appartenance à certains groupes sociaux, certains groupes culturels, le fait d'être une fille dans certaines tâches, d'être un garçon dans d'autres tâches, et des caractéristiques spécifiques de statut, c'est-à-dire ici, c'est la caractéristique, par exemple, être bon en calcul mental dans une tâche de maths. L'ensemble de ces caractéristiques contribue à définir un statut parmi les pairs, et il va être particulièrement important dans la coopération parce que ce statut parmi les pairs va déterminer la participation des élèves. C'est-à-dire que sur la base de ce statut, on a des élèves qui vont se sentir davantage autorisés à prendre la parole, parce que chez eux, on leur donne la parole, parce que quand ils la prennent, on les écoute, mais aussi parce qu'ils vont être davantage sollicités par les autres. Tiens, toi qui as toujours une bonne idée, vas-y, donne. Donc en fait, c'est pas simplement la responsabilité de l'élève, il y a une dynamique qui se met en œuvre, qui fait qu'en fonction du statut que les élèves ont dans la classe, ils vont plus ou moins participer aux interactions lors des travaux de groupe. Ça fait sens pour vous ? Et pour moi, ici, on est en train de toucher un énorme point de vigilance. Parce que ce que j'ai en tête avec les travaux de recherche, c'est que c'est la participation active des élèves. Le fait d'apporter des explications, de verbaliser, d'enseigner, de répondre à des questions, de se questionner, de confronter, en étant actif plus que passif. Et vous qui enseignez, vous l'avez bien en tête. C'est pas la même chose là que vous êtes assis, que vous recevez des choses, que quand vous enseignez, d'accord ? Donc c'est cette participation active, l'importance de verbaliser dans un contexte serein. Parce que si on est en train d'expliquer pendant que mon camarade essaye de trouver la faille pour me descendre, le cerveau ne fonctionne pas exactement de la même manière. Donc ce que j'ai en tête, c'est que c'est la participation active dans un contexte serein qui va soutenir les apprentissages. Et j'imagine que vous me voyez venir avec mes gros sabots. Si le statut parmi les pairs détermine la participation et que cette participation détermine les apprentissages, eh bien, pour moi, si on ne fait rien, si on laisse les élèves s'organiser comme ils le souhaitent dans les travaux de groupe, on prend le risque de renforcer les écarts initiaux. Donc, tout en étant absolument convaincu des bénéfices de la coopération, je prête une oreille très attentive à toutes les critiques qui disent que ces travaux de groupe sont là au bénéfice des élèves plus avancés. Si on ne fait rien, oui, on leur donne peut-être davantage d'occasions de profiter de ces travaux de groupe que les élèves qui sont plus en retrait. Pour moi, ça, c'est mon point de départ de tout ce que je vais vous dire. Et ce qui fait que je vais aller du côté de la coopération structurée. Premier paradoxe, effectivement, la coopération, les interactions entre élèves vont soutenir l'engagement, les apprentissages, les relations sociales, mais à géométrie variable. En fonction du statut parmi les pairs, ils vont plus ou moins bénéficier. Et donc, c'est ce qui m'amène avec en tête, déjà la paire de lunettes des élèves fragilisés, avec en tête le fait que c'est la participation active dans un contexte serein qui va être porteur de bénéfices, eh bien, ça m'amène à aller voir cooperative learning comme approche, pas parce qu'elle est nord-américaine, surtout en ce moment, mais parce que... Pardon, j'ai zippé. Mais effectivement, parce que ça me donne des billes, des pistes pratiques pour aller réfléchir sur comment je peux préparer les élèves à coopérer, comment je peux organiser les interactions, avec en tête que cette structure, elle va venir soutenir une participation égale et la prise en compte du statut parmi les pairs vise à avoir une participation équitable, c'est-à-dire c'est le petit coup de pouce
qu'on va donner aux élèves qui ne rentreraient pas facilement dans les interactions. Est-ce que ça fait sens pour vous? Oui? Et donc, ça m'amène à aller vous donner quelques éléments sur ces principes de pédagogie coopérative. Alors, on est d'accord que dans le temps qu'on a, on va les passer un peu rapidement, d'accord? L'idée est d'aller poser ces principes, on va s'arrêter sur un peu plus que d'autres, et puis ensuite d'aller voir les mini-structures coopératives. Je vous le découpe de manière un peu artificielle sur organiser les interactions et préparer les élèves. On est d'accord que dans la vie d'une classe, on a l'ensemble de ces principes ensemble. Je vous le découpe de cette manière aussi pour souligner que ces principes, organiser les interactions, ce sont les principes communs de l'ensemble des dispositifs d'apprentissage coopératif. Donc on va les retrouver à chaque fois, à savoir un travail en petite équipe. Alors c'est souvent la question des enseignants et des enseignantes. Comment on fait les groupes? Comment on fait les équipes? Sur quelle base? C'est la question à laquelle la recherche ne peut pas répondre. Oui, je commence par le côté frustrant. L'avantage, c'est qu'on a tous les autres principes pour aller avoir des pistes un peu plus concrètes. Donc oui, il faut des interactions, donc des interactions face à face, donc entre 2 et 4 élèves. Ça permet d'avoir ces interactions individualisées. Au-delà de 4, ça devient très complexe et ça nécessite une formation particulière. Ensuite, elles peuvent être décidées par les élèves, par le hasard, par l'enseignant. Ce que montre la recherche, c'est qu'il n'y a pas de formule magique. Aucune des compositions, à elle seule, ne peut garantir le succès de l'équipe. Et même si beaucoup de bouquins d'apprentissage coopératif vous parlent d'une composition hétérogène, voire hétérogène à tout crin, ce sont des propositions idéologiques. C'est-à-dire qu'on aimerait que chacun puisse travailler avec tout le monde. La recherche ne montre pas que cette composition-là est bénéfique pour l'ensemble des élèves. D'accord? Donc, on n'est pas obligé de souscrire à cette prescription-là. Varier les compositions, peut-être qu'effectivement, c'est une chose qui peut être intéressante. Avoir des groupes aléatoires, peut-être sur des tâches qui sont assez courtes, mais sur des tâches qui sont plus longues, ça se réfléchit. Et donc ici, comme on n'a pas de composition qui est proposée par la recherche, ben finalement, le savoir-faire des enseignants, l'observation de la dynamique peut être particulièrement intéressante. On pourra y revenir si vous voulez pendant le temps des questions, mais pour l'instant, je vous propose de nous arrêter là. Deuxième principe, la responsabilisation individuelle, qui va être particulièrement important parce que du moment qu'on est dans un collectif, on a une tendance tout à fait humaine, donc chez chacun et chacune d'entre nous, pas que chez nos élèves ou nos étudiants et étudiantes, à réduire nos efforts individuels. D'accord, ça s'appelle la paresse sociale, donc c'est normal. Quand on l'accepte, on le vit déjà mieux. Et ce qu'on peut se poser comme question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire collectivement, élèves et enseignants-enseignantes, pour que ça se passe mieux. Et donc, du coup, ça devient des responsabilités mutuelles et partagées. Le job de l'enseignant-enseignante, ça va être de rendre visibles les apprentissages. Alors, derrière, on pourrait décliner pendant quelques heures ce que ça veut dire. Mais à minima, on peut s'interroger, lorsqu'on est en train de demander à nos apprenants, apprenantes, de faire un produit commun et qu'on évalue ce produit commun, je ne sais pas où sont les apprentissages individuels, d'accord ? Peut-être que ça nous fait moins de copies à corriger, peut-être que c'est plus simple, mais effectivement, en termes d'apprentissage, il va avoir une question, et donc dans nos consignes, peut-être que déjà on peut réfléchir, le temps de travail de groupe, ça peut être un prétexte à travailler ensemble de manière à ce que chacun et chacune apprennent le mieux. Mais ce qui va m'intéresser, c'est de savoir ce que chacun et chacune a appris suite à ce travail de groupe. Donc, à réfléchir dans les consignes qu'on va donner, ce qu'on est en train de faire. Est-ce qu'on les focalise sur un produit de groupe? Est-ce qu'on les focalise sur l'apprentissage de chacun et de chacune? D'autant plus qu'il est tout à fait rationnel, si c'est le produit de groupe qui est évalué, que chacun et chacune fasse ce qu'il sait le mieux faire. C'est rationnel, mais donc ça ne permet pas de progresser sur les éléments qu'on n'a pas encore appris. Si on veut qu'il y ait ça, il faut qu'on relâche l'attention sur l'évaluation du produit.
rendre possible et nécessaire la contribution de tous. Si je suis en train de demander à mes élèves de faire quelque chose, comment je les ai outillés, équipés, comment je m'assure que chacun et chacune peut contribuer en étant confortable, et comment je m'assure, dans la structuration de ma tâche, que leur contribution, elle est nécessaire. De nouveau, si la tâche, l'activité peut se réaliser sans que j'aie à intervenir, c'est tout à fait humain que je n'intervienne pas. D'accord ? Donc, comment je fais pour rendre les apprentissages individuels visibles, la contribution de tous possible et nécessaire, c'est primordial comme réflexion dans le travail de groupe. Ce qui veut dire aussi que le travail de groupe se passe en séance et pas à l'extérieur, délégué à la responsabilité des étudiants, étudiantes, élèves. Et pour les élèves, leur responsabilité, ça va être faire des efforts, faciliter les efforts des autres. Quand on regarde la recherche, on voit qu'il y a des bénéfices de ces responsabilités dès l'école primaire jusqu'à l'université, à distance, en présence. Alors souvent, quand je parle aux enseignants, ils me disent « Oui, responsabilité, il y a le gardien du temps, le responsable du matériel, génial ». C'est des responsabilités fonctionnelles, on a tous besoin que ça fonctionne, les élèves et les enseignants-enseignantes. Par contre, en termes d'apprentissage, parfois ça peut questionner. Quand on voit des jeunes qui sont en train d'être focalisés sur leur montre, on se demande ce qu'ils apprennent de la tâche. Du coup, ça peut être particulièrement important aussi de réfléchir aux responsabilités sociales qu'on va introduire et aux responsabilités cognitives. Je comprends, je connais les étapes, les procédures que les élèves doivent mettre en place pour réaliser l'activité. Eh bien, je vais m'appuyer là-dessus pour générer des responsabilités cognitives que je vais attribuer aux différents membres et que je vais faire tourner pour que chaque membre soit amené à exercer les activités cognitives à faire. Et c'est intéressant de dire ces responsabilités dès la première fois. On a des recherches qui montrent que c'est plus bénéfique de les introduire dès le départ plutôt que les laisser se dépatouiller et les introduire après. Ça fait sens pour vous ? L'interdépendance positive, c'est le cœur. C'est-à-dire l'hypothèse de base, c'est la manière dont l'interdépendance est structurée qui détermine la manière dont les interactions se passent et c'est la manière dont les interactions se passent qui va influencer la manière dont les élèves apprennent. Donc, on est vraiment au cœur. Le petit souci, c'est que l'interdépendance, c'est un concept compliqué. Mais j'en vois qui font ça. Donc, effectivement, l'interdépendance, c'est le fait que le résultat de chacun, de chacune, ce que font les élèves, ce qui arrive aux élèves, est affecté par les actions des autres membres du groupe. Sauf que cette interdépendance positive, elle peut être positive, c'est le cas de la coopération. On a un but commun, on perçoit une relation positive dans l'atteinte des buts. Plus il y en a un qui apprend, plus ça aide les autres à apprendre. Plus il y en a une qui avance dans l'activité, plus ça aide les autres à avancer dans l'activité. C'est ce qui va générer le nous. Mais elle peut être aussi négative. C'est le cas de la compétition. La compétition, on a bien un but commun et une perception négative dans l'atteinte des buts. Plus il y en a un qui atteint son but, plus il y en a un ou une qui est premier de la classe, moins les autres peuvent être premiers de la classe. Donc c'est ce qui va générer le « moi d'abord ». Et cette interdépendance positive, elle va être différente de la dépendance. Dans la dépendance, il y a bien ce que fait l'un affecte ce qui arrive à l'autre, mais la réciproque n'est pas vraie. Et c'est différent du travail individuel. Pardon, de l'indépendance qui correspond au travail individuel. Peu importe ce que font les autres, ça n'affecte pas ce qui m'arrive. Ça vous semble clair sur le papier ? Alors, je vous prends un tout petit exemple. Si on avait plus de temps, je vous aurais fait réfléchir, voter là-dessus. Mais je vais juste vous poser une question. Combien d'entre vous, alors je vous pose la question et à 3 vous votez. Combien d'entre vous, quand vous avez des élèves ou des étudiants, étudiantes, ou lorsque vous observez, si vous êtes en position d'observation, combien d'entre vous observent ou font cette situation suivante: un enseignant ou une enseignante pose une question en classe entière et sollicite les élèves qui le souhaitent pour répondre à cette question. 1, 2, 3. Combien d'entre vous ?
Je suis en train de le faire presque. Ah, je vois des... Oui, on est d'accord. Bon, si on creuse, je pense qu'à un moment donné, on arriverait à trouver que dans la majorité des cas, c'est quelque chose qu'on fait. Et que quand on le fait, si je vous fais voter, après, est-ce que c'est de l'interdépendance positive, de l'indépendance ou de l'interdépendance négative, ça commence à cogiter, à se dire, peut-être un peu tout, et oui. Parce qu'effectivement, nous, en tant qu'enseignants-enseignantes, on va le penser en termes d'interdépendance positive. Je pose une question, ou alors je ne comprends pas pourquoi on le fait, hein, mais je pose une question, ça active les élèves qui vont réfléchir. Il y a des élèves volontaires qui vont donner des choses peut-être dans des termes plus proches pour leurs camarades, trouver des exemples, ça va aider ceux qui écoutent à avancer. On a ça en tête, on l'espère. Possible. Mais possible aussi que les élèves le vivent. En tout cas, moi, j'observe ça avec mes étudiants et étudiantes. Je pose une question. Il y a des étudiants et étudiantes qui me disent des choses magnifiques. Il y a personne qui note. Je m'amuse à répéter mot pour mot exactement la même chose. Là, je vois les stylos et les claviers qui s'activent. Belle illustration d'indépendance. Cause toujours, toi, camarade. Et j'attends que la prof, elle valide pour mettre mon cerveau en route. Donc, ce que nous pensons en termes d'interdépendance positive est parfois vécu en termes d'indépendance, voire d'interdépendance négative. Plus il y en a un ou une qui va être rapide à donner des informations sur lesquelles l'enseignant-enseignante s'appuie pour poursuivre, moins on peut s'illustrer comme un élève smart et rapide. D'accord ? Donc, voilà, sur le papier, c'est pas mal. Dans la réalisation, c'est assez compliqué et effectivement, on peut s'appuyer sur les résultats attendus. Donc l'interdépendance perçue en termes d'objectifs, notamment d'objectifs d'apprentissage, elle est indispensable. Et après, on a dans la littérature, on peut s'appuyer sur l'interdépendance des récompenses, des ressources, des tâches, des rôles qui peuvent permettre d'augmenter la probabilité que cette interdépendance positive soit perçue. Mais on vient juste de toucher du doigt que c'est pas si simple. On pourra en rediscuter dans un des ateliers si vous le souhaitez. Pour terminer rapidement là-dessus, ce qu'on observe, c'est qu'effectivement, lorsqu'on met ces différents principes en route, alors je ne sais pas si vous êtes tous familiers et familières avec les tailles d'effets, je vous le traduis en mots. Quand on regarde les méta-analyses, on voit effectivement que donc les méta-analyses, c'est quand on met ensemble un ensemble d'études qui portent sur coopération versus autre chose, on voit effectivement que la coopération a un impact positif et un impact positif assez intéressant en éducation puisque on varie au-delà de 0,50 et on voit qu'on peut avoir des effets très très importants. D'accord ? Donc, et impact positif et assez intéressant en termes d'amplitude des effets sur les apprentissages et également sur l'engagement et les relations sociales, compétences sociales. Donc, des choses qui sont intéressantes en termes d'efficacité pour tout le monde et d'équité en donnant un petit coup de pouce aux élèves plus fragiles. Si je poursuis, on voit aussi que cet effet-là, ces effets-là, ils peuvent être renforcés si on va préparer les élèves à coopérer. Puisque nos élèves, dans nos sociétés actuelles, dans notre système éducatif actuel, ils n'ont pas forcément l'habitude de coopérer et il ne suffit pas de leur demander pour qu'ils aient envie de le faire et qu'ils sachent comment le faire. Et du coup, je trouve assez intéressant d'aller m'appuyer sur les propositions notamment les travaux des Johnson, qui proposent d'ajouter le travail des habiletés coopératives, la réflexion critique. Et moi, je vous rajoute un chapeau avec ma casquette de psychologie sociale. C'est le climat de classe qui est absolument indispensable, qui est rarement mis comme un des principes de structuration. Mais pour moi, si on ne structure pas ce climat de classe, si on ne travaille pas explicitement, consciemment ce climat de classe, on risque d'avoir beaucoup de peine à générer de la coopération. Donc je vous le rajouterai rapidement, mais je vous le rajouterai quand même comme un principe de structuration. Je vais passer un peu plus de temps sur le travail des habiletés coopératives, puisque c'est peut-être le pont le plus évident que nous avons avec les compétences psychosociales, thème de la journée. L'idée ici, c'est de se dire, une fois qu'on a proposé quelle est la tâche que le groupe doit faire, quelle est l'activité que les élèves vont faire ensemble, c'est intéressant d'aller se dire, en fonction de cette tâche,
en fonction de ce que je connais de ces élèves, est-ce qu'il y a une ou quelques habiletés coopératives qui vont être nécessaires pour que les élèves travaillent bien ensemble. Et si c'est le cas, de se dire qu'il ne suffit pas de dire travailler ensemble et coopérer, mais qu'il va falloir identifier cette habileté coopérative et, à minima, expliciter le mode d'emploi, se mettre d'accord sur comment concrètement on peut mettre en place ces habiletés coopératives avec minimalement qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux dire pour mettre en œuvre cette habileté coopérative. Ah oui, alors c'était pas normalement ça devait pas s'afficher comme ça. Je vais vous commenter après le graphique. Mais l'idée effectivement, quand on regarde les recherches, c'est qu'on va voir que ça permet d'améliorer à la fois la qualité des relations, mais également la qualité des apprentissages, y compris sur une seule séance, et voire plus loin. Alors, j'avais prévu de vous dire ça après. Quelques exemples d'habiletés coopératives pour voir pourquoi on appelle ça des habiletés coopératives plutôt que des compétences. C'est des choses qu'on va découper en tout petit. Alors certains vont proposer qu'on a des habiletés sociales, on a des habiletés cognitives, entre deux, ils ne les appellent pas. Bon, du coup, moi je me simplifie la vie, j'appelle tout habileté coopérative, c'est-à-dire qu'est-ce qui permet de pouvoir bien travailler ensemble. Donc, chacune des propositions représenterait un exemple d'habileté coopérative. On a d'autres auteurs, donc vous voyez qu'à chaque fois, on va travailler aussi sur le degré de complexité. On a d'autres auteurs qui, notamment les Johnson, qui vont proposer 4 grands stades de complexité pour introduire ces habiletés coopératives. Soit on peut partir sur des choses qui existent déjà, d'accord, une liste, mais qui ne va pas forcément correspondre à ce que vous êtes en train de travailler avec vos élèves, avec vos étudiants et étudiantes. Donc l'idée pour moi, c'est de partir de la tâche que vous leur demandez, de l'activité que vous leur demandez, et d'aller identifier ce qui est pertinent pour eux de bien travailler ensemble, pour bien travailler ensemble. Je vous fais voir un exemple, notamment parce qu'on est à l'INSPE et que vous formez des grands. Parce que moi, mes collègues, ils me disaient « Ouais, non, mais t'es gentil avec tes habiletés coopératives, mais ça, c'est bien pour les petits. » Moi, j'ai des grands. J'ai des choses importantes à faire, y compris déjà en fin de primaire. Alors, je ne vous explique pas au collège, au lycée. Non, lycée pro, ils sont plus ouverts. Pardon. Mais effectivement, la question, et puis ça nous a un petit peu agacé à un moment donné, on s'est dit, ok, on va aller tester si, pour les grands, quand on a des choses importantes à faire, c'est nécessaire ou pas. On est allé récupérer des étudiants et étudiantes, c'est des grands, première année d'université, qui, dans un cours de statistiques, c'est important les stats, d'accord, c'est sérieux. On a un des profs qui nous a laissé une séance avec carte libre. Donc, on est à débarquer, les étudiants ne connaissent pas du tout, donc c'est vraiment la question, parce que souvent, moi j'ai « Oui, mais si ça n'a pas été travaillé avant, ça ne sert à rien. » Ok, là on regarde sur une séance. Ils ne nous connaissent pas. On débarque. Alors oui, rendre confortables les élèves, s'assurer qu'ils peuvent contribuer. Comme on n'était pas sûr que tous avaient assisté au cours pour le séminaire, donc un séminaire c'est l'équivalent en Suisse des TD, des travaux dirigés, on leur a fait un petit récap en accord avec le prof où ils avaient le temps de relire les éléments essentiels du cours. Ensuite ils avaient un entraînement avec 2 exercices à faire dans 3 situations que je vais vous développer après. Et ils répondaient à des questions sur comment ça s'est passé et un post-test individuel où on leur demandait de faire un exercice de stats pour voir ce qu'ils avaient compris, appris individuellement. 3 conditions, soit ils ont travaillé tout seuls et ils devaient marquer sur leur feuille la manière de procéder, comment ils s'y prenaient, s'ils avaient des questions, des difficultés. Soit ils ont travaillé avec des consignes coopératives, donc les 3 principes que nous avons vus pour organiser les interactions. Ils travaillaient en duo, identifiaient leurs contributions, on leur disait que c'était important d'expliquer la manière de procéder. Et soit dans la dernière condition, exactement la même chose avec 10 petites minutes supplémentaires de travail en collectif sur les habiletés coopératives. Et on s'était mis d'accord avec l'enseignant de stats que pour faire cette tâche, il y avait 3 choses importantes. Expliquer la manière de procéder, s'assurer de comprendre la manière de procéder du partenaire, suggérer d'autres manières de faire. On a fait quelque chose de très basique,
C'est-à-dire que ça aurait été nos étudiants ou dans une salle de classe, on aurait discuté avec les élèves, on se serait mis d'accord sur un mode d'emploi. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut dire? On aurait pris les mots des élèves pour le travailler. Ici, l'objectif, c'était de faire quelque chose très rapide, clé en main. Donc, on a présenté simplement ça aux étudiants et étudiantes. Pour pouvoir travailler ensemble, voilà ce qui est important de faire et voilà ce que vous pouvez faire et ce que vous pouvez dire. Vous voyez qu'on a même commencé par des bouts de phrases standards à compléter. 10 minutes montre en main et ensuite, pendant qu'ils travaillaient dans cette condition, on leur a posé sur la table de manière à ce qu'ils s'en rappellent. Ça ne mange pas trop de pain, ça semble assez facile à faire. Ici, je vous présente les résultats sur le sentiment d'efficacité en statistique, pas en coopération, en stats. D'accord? Et on sait, vous avez peut-être en tête effectivement l'importance du sentiment d'efficacité pour l'engagement et les apprentissages. Ce qu'on peut voir, c'est que chaque élément coopératif additionnel contribue à augmenter le sentiment d'efficacité en statistique. De la même manière, chaque élément coopératif additionnel contribue à augmenter la performance au test individuel sur l'exercice de stats. D'accord? Donc, 10 minutes. Ok, une séance, 10 minutes. Et en plus, nos étudiants et étudiantes qui ont travaillé en duo avec cette préparation sur les habiletés coopératives ont rapporté moins d'enjeux compétitifs et une relation de meilleure qualité. Donc, même avec des grands, sur une seule séance, effectivement, c'est pour ça que je vous ai dit rapide, même sur une seule séance, durable, les travaux de Gillies et Ashman se sont intéressés, ils ont proposé 2 fois 45 minutes d'entraînement. Oh, c'est un peu plus long. Ensuite, proposer aux élèves de travailler 12 semaines ensemble, soit pour les élèves qui ont eu 2 fois 45 minutes d'entraînement aux habiletés coopératives, soit d'autres élèves qui ont eu 2 fois 45 minutes sur comment on organise les informations, on classe les choses. Ok. Dès la première séance, ceux qui ont eu l'entraînement aux habiletés coopératives interagissent de manière plus constructive, apprennent mieux. On garde ce bénéfice sur les 12 séances. Ce qui est génial dans ces études, c'est qu'ils ont repris les élèves 1 an après et 2 ans après. Les élèves qui ont eu les 2 fois 45 minutes d'entraînement continuent à interagir de manière plus efficace et à mieux apprendre entre eux. Donc ça peut être intéressant. Et effectivement, on voit le lien un peu plus spécifique avec les compétences psychosociales. Ça fait sens pour vous? Donc le ça fait sens, vous le prenez dans tous les sens. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Alors, les travaux de groupe vont jamais se passer exactement comme on a prévu. L'intérêt dans cette proposition, c'est que on va introduire aussi de la réflexion critique, c'est-à-dire on va faire réfléchir les élèves sur comment ils ont travaillé, on va leur donner des retours de manière à ce que ça puisse être un cercle vertueux et à chaque fois amélioré. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est que ce qui va ressortir ici de la réflexion critique, on va leur demander, moi j'aime bien la formule de Johnson, de qui brille à abolir, 2 éléments qu'on a fait, qui ont été utiles, qu'on va conserver, et un élément qu'on aimerait améliorer. Et on se fixe un objectif pour la prochaine fois, ce qui veut dire qu'on va pouvoir venir travailler les habiletés coopératives en fonction de ce qui ressort de la réflexion critique. L'enseignant va donner des retours, donc les retours avec les mêmes caractéristiques des feedbacks. J'imagine que vous êtes familier et familière sur l'importance des feedbacks sur la tâche, avec des feedbacks immédiats, descriptifs, spécifiques, concrets, centrés sur les comportements et sur les actions qui sont positives. Alors vous allez me dire, oui, mais on n'a jamais le temps. Je sais. C'est le petit truc qui passe à la trappe parce que c'est la fin du cours, parce qu'il y a l'autre matière, parce qu'il y a la récré, parce qu'il y a plein de choses. Donc je vous montre cette étude qui est assez ancienne, mais que j'aime beaucoup parce que visuellement, elle me parle. Vous avez ici des élèves qui ont travaillé pendant 25 semaines ensemble et tous les vendredis, il y avait une séance de révision qui était organisée sur ce qui avait été travaillé la semaine, soit de manière individuelle, soit de manière coopérative, donc avec nos principes pour organiser les interactions. Et les 5 dernières minutes sont passées à rassembler, organiser le matériel pour la prochaine fois.
soit ils ont travaillé de manière coopérative et les 5 dernières minutes sur de la réflexion critique, analyser les difficultés, les aspects positifs et décider ce qu'on va améliorer pour la prochaine fois. J'aime beaucoup cette étude parce que, de nouveau, on voit en termes effectivement d'efficacité que chaque élément coopératif ajouté contribue à augmenter l'apprentissage 3 semaines après les 25 semaines sur l'ensemble des contenus étudiés sur les 25 semaines. Ça commence à devenir de l'apprentissage à long terme quand même. Mais en plus, dans cette étude, ils ont identifié les performances en fonction des élèves qui avaient initialement un niveau faible, moyen ou fort. Donc, faible, les lignes noires, moyen, les lignes à l'horizontale, fort, les lignes verticales. Ce que je trouve intéressant, c'est que chaque élément coopératif contribue à réduire les écarts. Donc, en termes d'équité, on est pas mal quand même. 5 petites minutes assez bien investies et sans plomber les élèves de niveau fort. Donc, il y a des choses qui peuvent être assez intéressantes du côté de cette réflexion critique. Ça fait sens pour vous ? Donc, bénéfice en termes d'efficacité, d'équité. Dernier élément, dont je vous en parle très rapidement, mais on pourrait passer des journées entières à discuter de ceci. Il y a des relations réciproques entre le climat de classe et la coopération. Et pour moi, le climat de classe devient un élément à structurer à part entière. Et effectivement, c'est la responsabilité de l'enseignant-enseignante d'aller... Alors, on peut regarder dans les travaux de Wang, on voit que dans sa méta-analyse, on a 3 dimensions assez consensuelles qui ressortent en termes d'organisation de la classe, travailler les cadres, les règles, les normes, la gestion de classe, la gestion des comportements, les valeurs. En termes de soutien aux apprentissages, la posture de l'enseignante, la confiance, l'engagement des élèves avec la théorie de l'autodétermination, soutenir les 3 besoins, autonomie, compétence, affiliation, proximité. Travailler les états d'esprit de développement, les buts de maîtrise, donc tout un ensemble de choses qui vont contribuer à ce que les élèves puissent coopérer de manière sereine. Et soutien socio-émotionnel avec un travail plus spécifique des compétences psychosociales, la prise en compte du statut parmi les pairs et des stéréotypes. Et là, les collègues de Profane repèrent l'ensemble des thématiques que nous travaillons dans ce dispositif. Donc pour moi, c'est particulièrement important de travailler ces éléments. Et pour clôturer cette partie-là, avant d'aller introduire un tout petit peu les mini-structures coopératives, je vous présente cette étude qui est donc équivalent 5e, 4e, un suivi longitudinal sur 2 ans. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a 15 écoles qui souhaitent être formées sur de la pédagogie coopérative, donc avec l'ensemble des principes que je viens de vous présenter. Ce qui est super dans cette étude, c'est qu'on a 7 écoles qui sont formées et 8 qui sont en attente d'être formées. Donc toutes sont volontaires, mais on n'en forme qu'une partie au départ, avec 3 jours et demi de formation pour les enseignants-enseignantes, 1 jour pour le personnel administratif, des visios, des ressources, on fait ça tout bien. Et on prend des mesures avant et après la formation sur un certain nombre de compétences psychosociales. Ça permet de voir quel est l'impact, effectivement, de la formation au niveau de l'école sur cette pédagogie coopérative. Ce que montrent les résultats, c'est que par rapport à ces 8 écoles en attente, les 7 écoles dans lesquelles les enseignants sont formés, les élèves rapportent une progression plus importante en termes de proximité sociale entre élèves, ou proximité, un des besoins pour la motivation autodéterminée, donc on est pas mal. Moins de problèmes émotionnels et de stress ressentis, moins d'harcèlement, de victimisation, chez tout le monde, mais également chez les élèves qui sont marginalisés, un impact plus fort chez eux. Donc de nouveau, on voit qu'on a des bénéfices en termes d'efficacité et d'équité de cette formation à la pédagogie coopérative sur des éléments qui touchent les compétences psychosociales. Quand ça s'éteint, je ne sais plus ce que je dois vous dire après. Donc, petit coup de moins bien. Donc du coup, effectivement, pour moi, ces principes de pédagogie coopérative sont un levier pédagogique particulièrement intéressant. Donc,
je vous l'ai dit assez rapidement, vous avez, si vous souhaitez, des sketch notes qui ont été réalisés par le réseau Canopé qui permettent de reprendre ces éléments-là, donc qui peuvent aussi être utilisés dans les formations. Et je vais basculer sur... Alors, vous aurez accès au support, hein, parce que je vous vois... donc, Pardon. Alors, ceux qui sont à distance n'ont pas dû comprendre, mais c'est les photos. Donc, je dis, vous aurez accès au support. Et ça m'amène, pour moi, au deuxième paradoxe. On vient de voir que je viens de vous décrire quelque chose d'assez intéressant au niveau pédagogique. OK. Mais non, effectivement, intéressant avec des résultats positifs. On voit que les enseignants-enseignantes ont souvent une posture alignée, des valeurs qui sont compatibles avec la coopération. Ils valorisent la coopération pour la qualité des relations sociales, pour les apprentissages. Donc ça semble OK. Sauf que vous, je ne sais pas ce que vous observez dans vos contextes. Moi, dans mes contextes, ça semble OK. J'ai formé les enseignants pendant une vingtaine d'années avec ces principes-là. Et quand je vais en classe, je vois très peu de choses. Je vois très peu de pratiques coopératives structurées, ce qui, moi, m'a fortement interrogée sur qu'est-ce que je suis en train de faire si je les forme à un outil qui semble super, mais qui n'est pas réaliste, qui n'est pas mis en place. Et effectivement, on a fait tout un... Alors, j'ai vu que certains l'ont déjà, mais quand on regarde juste comme ça, en principe, il y a... Oh, même l'écran a peur. OK, donc... on voit qu'effectivement, c'est relativement complexe. Et oui, c'est particulièrement complexe parce que les moyens d'enseignement, les manuels ne sont pas prévus pour ça. Donc, c'est à l'enseignant-enseignante de se coltiner le travail, de penser comment structurer l'ensemble de ces principes. Et donc, on a un certain nombre de défis. Ça prend du temps de planification, ça prend du temps à mettre en œuvre. Ça se passe jamais toujours bien la première fois, même les fois d'après. Donc, il faut y revenir. Il y a des tensions idéologiques. On est dans un système individuel et compétitif, que ce soit notre société, notre système éducatif. On est un peu à contre-courant, c'est un peu le monde des bisounours, donc c'est pas si facile à mettre en œuvre. Et du coup, ça permet de comprendre qu'on a une mise en œuvre qui est marginale. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On arrête? Ou on essaye de se dire quels seraient les compromis réalistes qu'on peut mettre en œuvre? Donc moi, c'est un peu là-dessus que j'ai commencé à réfléchir et je suis retournée sur des travaux que j'avais lus, mais je me dis, ah non, mais ça paye pas de mine. Et après, on me dit, peut-être que ça peut être quand même une entrée intéressante, notamment quand on va voir les travaux de Spencer Kagan, qui lui rentre dans la coopération avec des structures coopératives. Bon, en toute modestie, il appelle ça les structures de Kagan. Voilà. Et donc, donc, on se dit, OK, qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors, lui, il dit, finalement, on va garder 4 ingrédients. De l'interdépendance positive, ça, on connaît. De la responsabilisation individuelle. Alors, en fait, vous voyez qu'en fait, je voulais européaniser. Parce que le vrai terme, c'est... excusez-moi pour l'accent, s'il y a des profs d'anglais, bouchez-vous les oreilles. Individual accountability, ça veut dire rendre des comptes. Dans l'esprit américain, c'est ça. On est redevable, on doit rendre des comptes. Moi, dans ma formation et dans ce que je propose aux enseignants, je vais parler même pas de responsabilité, mais de responsabilisation. C'est qu'est-ce que je fais en tant qu'enseignant-enseignante pour que les étudiants, les apprenants, les élèves acceptent d'endosser leurs responsabilités. Et donc, qu'est-ce que je mets comme structure pour qu'ils internalisent et ils acceptent de mettre en place ces responsabilités. Donc déjà, il y a une petite nuance. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que vous voyez qu'ici, on avait des interactions constructives. Donc ça nécessite vraiment de travailler de manière très approfondie. Là, il propose quelque chose qui, moi, m'a interpellée. C'est déjà, on va parler de participation égale et d'interaction simultanée. Ah, peut-être que c'est un compromis acceptable. Peut-être qu'on ne va pas aller au bout du bout, mais c'est déjà une entrée plus facile à faire parce qu'il va proposer finalement une combinaison d'éléments qui va préciser, proposer qui fait quoi, quand, pour qui.
Donc, par contre, il propose un mode d'emploi qui est assez mécanique, qui, moi, me questionnait un petit peu sur ce qu'on peut en faire et comment on peut s'en emparer. Mais en tout cas, ça nous a amené à réfléchir par rapport à ça et à aller se dire que le petit pas de côté serait peut-être d'aller proposer des mini-structures coopératives. Et donc, on garde, si vous êtes coltiné tous les principes, c'est qu'on les garde en tête. D'accord ? Donc ça colore quand même ce qu'on va faire, mais on va passer des interactions constructives à, c'est un peu fou, à des interactions simultanées avec une participation égale. Minimalement, je vais basculer de l'apprentissage à l'engagement des étudiants sur le moment. Et par contre, une de nos spécificités, c'est qu'on va garder le climat de classe qui va même prendre beaucoup de place. D'accord ? Alors, pour vous rendre ça plus clair, parce que c'est quoi ces interactions simultanées ? Je vous présente... non, il faut que j'aille appuyer dessus. Donc, je vous présente une petite vidéo qui illustre... Ah bah oui, carrément. Qui illustre finalement deux situations. Première situation, question-réponse relativement traditionnelle. Et ensuite, donc c'est une de nos formatrices qui filme sa classe. Même classe, même séance, mais avec une mini-structure coopérative. Toujours pas. Et le son n'est pas bon du tout, et dans cette salle, il va être encore pire, mais c'est sous-titré. Donc, combien d'élèves s'expriment ? Combien de réponses ? Est-ce que vous pouvez me dire, là, qu'est-ce qu'on va apprendre en badminton ? Je t'écoute. Allez, ça. On va apprendre à lancer les mollets. Elena. On va apprendre à faire des passes sur le Ok. Lucas. On va apprendre à jouer sur les côtés, loin, devant et voilà. Yann. Timéo. Afin de stratégie. Manon. Joue en équipe. Allez, ça. Ok. Tyler, est-ce que tu as besoin d'un moment encore un peu important pour répondre à la question ? Est-ce que tu as besoin de plus de temps ? Quelle était la question ? Est-ce que tu peux répondre à cette question ? Ok. Oui, si on va apprendre à faire bouger l'adversaire. par exemple. Très bien. Et vous vous mettez en face un copain d'une copine. Ok. Alors vous savez quoi, on va mettre un côté lac, un côté national. Voilà, on se passe comme ça. Parfait. Un côté ici, lac, et un côté là. Parfait. Allez, super. On réfléchit dans sa tête. Qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui en badminton? C'est personnel, tout à l'heure, c'est dans sa tête. Pas de communication? Qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui en badminton? Si j'ai la réponse, je me tais. Et j'attends les 30 secondes. Commence ceux qui sont côté lac. Stop, c'est parti. Qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui en badminton? Tu fais comment pour faire des échanges avec les camarades? Si vous avez fini avant les 30 secondes, j'aimerais que vous posiez plein de questions au copain à la copine pour l'aider à monter en compétence, à ce qu'il progresse. Entendu? Mieux servir peut-être? Oui, un peu mieux servir. Se déplacer? Oui, se déplacer. Je me déplaçais moins avant. Et puis voilà. Tu as établi une meilleure stratégie ou pas? Non, pas trop. Ou tu as utilisé la même que d'habitude tu fais au badminton? La même d'habitude. D'accord. À mieux faire peut-être des services en l'air? Des services en l'air? Oui, si, mieux servir. Donner des services en l'air. Et... Je faisais
poser des questions, j'ai appris à compter des points, j'ai appris à faire du travail d'équipe et à faire des choix. Enfin, pas à faire des choix, mais faire du travail d'équipe avec qui on jouait, même si on n'apprécie pas vraiment la personne. Entendu. Merci à tous. Donc ça permet d'illustrer un petit peu c'est quoi de quoi on parle quand on parle d'interaction simultanée. Donc c'est pas tout le monde parle en même temps parce que autrement il y a personne qui écoute, mais dans les 2 fois 30 secondes, tout le monde a pris la parole grâce à cette structuration. C'est en ça qu'on parle d'interaction simultanée avec une participation égale. Alors, pour approfondir, est-ce que vous connaissez tous la lettre du passeur ? Non ? Alors c'est le moment pub. La lettre du passeur, éditée par le Conseil scientifique de l'éducation nationale, particulièrement intéressante puisque tous les mois, vous pouvez avoir une thématique qui est proposée en collaboration avec des chercheurs-chercheuses à destination des enseignants et des enseignantes avec à la fois des supports visuels, des vidéos. Donc ça, c'est un sketch note qui illustre 2 mini-structures. Vous avez des infographies intéressantes. Sur certaines thématiques, vous avez Fred explique, vous savez, maintenant que je cherche... C'est pas sorcier, merci. Donc, voilà, vous abonnez, c'est gratuit, et tous les mois, vous recevez quelque chose de particulièrement intéressant. OK. Voilà, c'était le moment pub, mais ce qui veut dire que sur celle de juin 2024, vous avez un texte de synthèse avec un certain nombre d'infographies qui reprend ce que je viens de vous dire et ce que je vais vous dire. Alors, quand je vous disais, on garde en tête les principes de pédagogie coopérative, on peut retracer les étapes des mini-structures en gardant tous les principes en tête. Mais si on fait ça, on continue à être sur quelque chose de très compliqué. Alors, on va simplifier la vie. On admet effectivement qu'on prend le pari de simplifier pour pouvoir mettre en œuvre plus rapidement, puisque finalement, c'est pas en une fois que ça va bouger quelque chose. L'idée, c'est d'avoir un outil qui permet d'introduire des interactions de manière assez fréquente pour que ça devienne une routine. Et c'est cette routine-là qui va permettre de favoriser l'engagement et la qualité des apprentissages. La première question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce que je fais pour que ça soit confortable, facile pour les élèves de rentrer dans l'interaction ? Y a-t-il des daltoniens, daltoniennes dans la salle ? Non, donc si vous pouvez voir que c'est la couleur que j'ai mis pour le climat de classe. Donc c'est qu'est-ce que je fais pour que pour que les élèves soient préparés avant d'interagir, qu'ils se sentent en sécurité, à l'aise pour partager. On connaît ces élèves, on connaît ces étudiants, on est à disposition pour pouvoir étayer. Minimalement, dans ce qu'elle a proposé là, c'est avoir un temps de réflexion individuelle. Parfois, ça suffit, parfois pas. Parfois, c'est retourner dans son cahier, revoir des règles, faire quelque chose qui permet de les préparer. Mais en tout cas, c'est qu'est-ce que je fais pour que mes élèves soient prêts et pas dire « Ah, ça va être à moi de parler, je ne sais pas quoi dire » ou ils ne sont même pas disponibles pour écouter. Donc, je m'interroge là-dessus. Ensuite, qu'est-ce que je fais pour que chaque élève participe ? Donc là, c'est l'étape des interactions simultanées structurées. Donc, bien sûr, on explicite l'objectif. On est d'accord, tout ça est tout à fait compatible avec de l'enseignement explicite. D'accord ? Donc, on explicite l'objectif. Et puis ensuite, on va structurer les interactions minimalement. Qui fait quoi, quand ? Le comment, il est travaillé dans la partie du dessus. Je les ai outillés, on a revu ce qui est attendu, comment le faire. Une étape particulièrement importante, dans mes premières versions, elle était restée implicite, donc je trouve que c'est particulièrement intéressant de la rendre visible. C'est-à-dire que pour moi, ces temps d'interaction, c'est l'occasion pour l'enseignant, l'enseignante, d'aller observer, de prendre des informations, de réguler sur le moment les différentes difficultés, ce qui se passe, et donc de prendre des informations pour pouvoir valoriser les apports des uns, donner des retours formatifs et favoriser la participation de toutes et de tous. Ensuite, qu'est-ce que je fais pour terminer l'activité ? Avec des retours collectifs si nécessaire. D'accord ? Il est possible que quand vous passez, vous entendez que finalement tout est OK. Si vous faites un retour systématique, les élèves, ils vont commencer par dire « je mettrai mon cerveau en route quand l'enseignante parlera ». Et on a des vidéos où c'est très drôle. L'enseignante donne les consignes, puis on a une élève qui dit « Madame,
il y aura un retour après. Et l'enseignante qui fait un grand sourire dit « Eh non !» Et là, l'élève dit « Ok, ben, je m'y mets. » Donc, effectivement, selon ce que vous prenez comme information, retour en collectif qui va responsabiliser, qui va valoriser les apports des élèves. Vous avez, est-ce que je vous l'ai mis? Ah non, j'ai oublié de vous le mettre. Sur le parcours e-INSPE, vous avez parcours différenciation et coopération. Vous avez une super illustration d'une enseignante dans sa classe qui fait un retour particulièrement intéressant pour valoriser les apports des élèves. Donc je vous invite à les regarder. Quelques éléments pour terminer sur qu'est-ce que ça fait. Alors on a un ensemble d'éléments. Il manque encore de recherches qui permettent de tester effectivement l'impact réel de ces mini-structures. Ici, je vous montre des éléments qui sont proposés sur le site de Kagan, mais on a peu de publications encore dans des revues à comité de lecture. Ici, c'est plus en termes de témoignages. On a des établissements qui ont introduit ces mini-structures. Pourquoi je dis témoignage? Parce que l'établissement, quand il introduit des mini-structures, c'est qu'il y a eu toute une réflexion qui accompagne ça. Donc, c'est pas que l'impact des mini-structures. N'empêche que, au fur et à mesure que les mini-structures ont été introduites, on voit de manière très rapide, au bout d'une semaine, 2 semaines, jusqu'à 6 semaines, une baisse des comportements problématiques, insultes, conflits, des comportements hors tâche. Et en parallèle, de manière assez durable, et notamment, cette baisse des comportements problématiques s'accompagne d'une hausse des comportements positifs. Et les enseignants-enseignantes rapportent moins d'élèves isolés, peu choisis, davantage de compétences sociales dans les classes, y compris dans les classes avec des élèves étiquetés comme problème de comportement. Et ils rapportent moins de temps sur la gestion des comportements disciplinaires. En termes d'engagement, on a une chouette étude, cette fois-ci un peu plus contrôlée, où on a sur 16 classes du secondaire 1, donc collège, où on compare 3 situations. Ce qui est intéressant, c'est que toutes les classes sont passées par les 3 situations, d'accord, mais on contrebalance l'ordre. Soit situation classique, l'enseignant, l'intervenant pose une question et les élèves qui souhaitent répondent, d'accord, donc question-réponse relativement classique. Autre situation, l'enseignant-enseignante pose une question, laisse un temps de réflexion et ensuite les élèves qui le souhaitent répondent. Troisième situation, une mini-structure dans sa totalité. L'enseignante pose une question, les élèves ont un temps de réflexion, un temps d'échange structuré, 2 minutes l'un, 2 minutes l'autre, et ensuite les élèves qui le souhaitent répondent. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont passé un questionnaire avant de répondre, qui leur demande pourquoi tu as levé la main, qu'est-ce qui fait que tu as levé ou pas levé la main. Dans les résultats, en termes de nombre de mains levées, ce qui est intéressant, c'est que dans les 2 premières conditions, ça ne change pas. Laisser un temps de réflexion n'est pas suffisant. Par contre, faire la mini-structure augmente, pour les élèves timides notamment, 1,7 fois plus de mains levées chez les élèves timides que dans les autres conditions. Ce qui est intéressant, c'est que ça réduit l'anxiété et que les élèves, quand on leur dit pourquoi tu as levé ou pas la main, ceux qui n'ont pas levé la main, il y en a beaucoup qui disent j'avais pas besoin. J'ai déjà validé ma réponse avec mon camarade, ma camarade, j'ai pas besoin de la validation de la prof. Ce que je trouve en termes d'autonomie assez intéressant. Donc, ça peut permettre effectivement d'augmenter l'engagement. En termes d'apprentissage, donc là pareil, apprendre avec précaution, avant l'introduction des mini-structures, après, c'est accompagné aussi de toute une réflexion. Mais ce qui est intéressant, vous voyez qu'ici, en bleu, après l'introduction des mini-structures, sur des évaluations standardisées en lecture, fin de primaire, début du collège, ça augmente la qualité de ces évaluations en français, en maths. Alors pas pour tout le monde, équivalent au 6e, on voit que ça ne bouge pas, donc c'est pas magique, mais on peut avoir un certain nombre de bénéfices dans ces mini-structures. Pour aller plus loin, vous avez des propositions qui sont mises en œuvre avec des formateurs académiques de l'Académie de Grenoble, où effectivement ils racontent aussi des exemples de mini-structures et pour eux, ce que ça a donné dans leur classe, dans l'utilisation.
Et on est en train actuellement, dans cette académie, d'évaluer une formation en cascade avec nos formateurs, donc ceux qui ont coécrit le chapitre, qui ont formé des formateurs académiques, qui vont former des enseignants et des enseignantes dans des FIT, donc formation d'initiative territoriale en établissement. Et on évalue la formation à plusieurs niveaux en termes de satisfaction. Alors je vais vous le mettre comme ça, hop, en termes de satisfaction, d'évolution des connaissances, mais également de transfert. Et là, je trouve que c'est particulièrement intéressant, c'est qu'à la suite de la formation, on a plus de 50% des personnes qui le mettent en action et on en a 40% pour qui c'est des routines, donc ils le font régulièrement et très fréquemment. Et on est en train actuellement de regarder chez les élèves, des formateurs, des formatrices et ensuite des enseignants, enseignantes qui ont été formés, ce que ça bouge en termes de climat de classe rapporté par les élèves et de positionnement sur les compétences psychosociales. Mais là, je ne peux encore pas vous dire, il faudra revenir. Et pour terminer, je propose de terminer justement avec le témoignage d'une de ces formatrices qui est enseignante au collège en français. Je trouve que c'est une belle manière de conclure sur elle, comment elle les utilise et ce que ça lui apporte. Bonjour Céline, donc voici mon petit message concernant les mini-structures coopératives et l'intérêt dans la didactique, en tout cas du français, mais je pense que ça vaut pour toutes les disciplines. Ce que moi, ça m'apporte et ce sur quoi ça m'amène à réfléchir, c'est vraiment sur l'impact entre le pédagogique et le didactique. C'est-à-dire que j'observe dans ma pratique des mini-structures collaboratives que durant les phases de régulation, d'observation, je suis amenée à apporter des feedbacks dans la régulation qui sont à l'échelle micro, en fait, auprès des élèves, donc qui ne sont pas forcément très coûteux pour moi sur l'instant dans lequel je vis la mini-structure, mais qui vont me permettre d'être au plus près du besoin des élèves. Et ça me permet en fait cette mini-structure, en tout cas ces temps d'observation et de régulation, vraiment les étapes 2A, 2B, pour l'instant qui pour moi sont importantes. Ça me permet de limiter les implicites, les quiproquos et les malentendus scolaires en fait vis-à-vis des élèves. Je suis au plus près de leurs besoins et j'arrive à sentir ou à entendre ou à déceler, y compris dans le non-verbal, alors qu'ils sont en interaction verbale, un certain nombre d'obstacles. Donc ça m'aide. Et ça m'aide dans l'impact sur la phase de préparation, donc ce fameux pavé saumon. C'est-à-dire que à partir de ce que je vais vous observer dans la pratique itérative de la mini-structure, dans la phase 2A, 2B, je vais pouvoir avoir un impact sur la phase du pavé saumon, la phase 1 en fait de la mini-structure coopérative. Et ça va m'amener à changer le dispositif de préparation, que ce soit en termes de matériel, d'étayage, de préparation, vraiment j'allais dire de confection presque à la manière d'un artisan, mais de confection de la séance et du matériel nécessaire. Et ça me permet en fait de travailler sur comment je peux limiter au niveau didactique les obstacles pour les élèves, ou en tout cas les avoir suffisamment pensés, conscientisés de manière beaucoup plus précise que ce que je faisais en amont. Et pour moi, c'est très important parce que je ne suis pas une jeune professeure, j'ai 25 ans de métier et pour autant, ça m'amène vers un réagir didactique. Tu vois, comme si ça me redonnait du pouvoir didactique, un réagir. Il y a vraiment cette idée-là dans le réagir, se mettre en action, mais également du pouvoir pour agir sur les apprentissages des élèves. Et pour l'instant, c'est ce qui m'intéresse le plus. Et ce que je détecte, c'est que ça m'amène à davantage de technicité dans la construction de la séance pour être au plus près des élèves et de leurs besoins. Et ça me permet de limiter, je pense à terme, c'est en tout cas l'espoir que je nourris, de limiter les écarts entre ce que je propose et ce que je vais évaluer. Donc, je pense que c'est une très bonne piste pour me permettre finalement d'être plus efficace en tant que professeur, en fait, de gagner en efficacité professionnelle. Voilà, je terminerai là-dessus en lui laissant la parole et place à vos questions, suggestions. Merci beaucoup. Tout ça a été vraiment passionnant. On a quelques minutes pour les questions, une vingtaine de minutes, je pense. Alors, à la fois dans la salle, avec le micro, parce qu'on a 40 à 50 personnes qui sont à distance. Pour les personnes à distance, vous pouvez nous poser des questions dans le chat et on relaiera les questions ici dans la salle.
Et donc, j'attends les premières questions. La première est toujours la plus difficile, sans doute. Mais il y en a plein. Voilà. Hop. Oui, je voulais savoir si lors de la mise en place des groupes, est-ce que les enseignants laissent les enfants se mettre ensemble par affinité ou pas? Et s'il y a des groupes qui le sont et d'autres qui ne le sont pas, quelles sont les différences d'interaction? Alors, sur cette question-là, je peux déjà vous répondre de manière générale et après, plus dans la pratique, dans ce que j'ai pu voir que font les enseignants-enseignantes dans les mini-structures. Si on regarde les résultats de recherche, c'est, tout à l'heure je dis il n'y a pas forcément de piste, mais il y a quand même celle-là. Je réhabilite les groupes d'amis. Parce qu'effectivement, on a des recherches qui vont montrer, qui vont regarder qu'est-ce que ça fait quand des groupes qui sont amis versus des groupes qui ne sont pas spécialement amis travaillent ensemble. Nous, en tant qu'enseignants, enseignantes, des fois on a peur. Ils vont parler d'autre chose. En fait, ce que montre la recherche, c'est que ça fonctionne plutôt bien pour les apprentissages parce qu'il y a davantage de réciprocité, ils vont davantage s'aider, ils vont aller plus au bout de la tâche que des groupes qui sont non amis. Par contre, parfois, ça peut entraîner des scissions ou alors de la complaisance. Oula, on n'est pas d'accord, on va quand même pas se fâcher pour ça. Hein. Donc, allez, vas-y, je reprends ta question. Donc, peut-être on va moins au bout du bout quand on est en confrontation, quand on n'est pas d'accord, ça peut entraîner des dynamiques différentes, mais autrement, les groupes d'amis, c'est plutôt des groupes qui fonctionnent bien. Maintenant, j'allais dire, moi, en tant que formatrice et chercheuse, à aucun moment, je vais pouvoir dire, voilà ce qu'il faut faire. On a des principes théoriques. Après, comment on les met en œuvre dans son contexte, avec là où on est confortable, nous, avec la dynamique de sa classe, avec la matière qu'on enseigne, c'est des choix qu'on fait éclairés, mais il n'y a pas une manière de faire qui va être sûre à 100%. Moi, j'ai beaucoup d'enseignants, enseignantes qui vont proposer, comme c'est sur des temps courts, de faire des groupes aléatoires. Vous avez vu ici, alors là, dans la vidéo, elle les a laissés décider. Parfois, ça peut être une fille en face d'un garçon. Parfois, ça peut être, on les met au hasard. Moi, j'aime beaucoup les groupes au hasard qui vont introduire le contenu. Alors, je vous prends un exemple très basique. En maths, chacun reçoit un petit calcul à faire, il fait son calcul, et tous ceux qui ont le même chiffre, finalement, vont se lever et essayer de retrouver la personne qui a le même calcul, enfin, qui a le même résultat, en disant « Ah ben, t'avais quoi ? Ah ben oui », parce que ça introduit le contenu qui va être travaillé. Vous avez travaillé en français une lecture suivie et avec des personnages différentes caractéristiques, des petits papiers avec les caractéristiques. Chaque élève reçoit une caractéristique. Ah, t'as quoi ? Ah bah tiens, oui, ça allait ensemble. Pourquoi ? Parce que ça va... Alors, ça prend un peu plus de temps, mais ça active le contenu. Ce que je trouve assez intéressant en termes de charge cognitive, j'ai en tête les travaux d'André Tricot qui montrent que des élèves qui sont fragiles, si en même temps on leur demande de récupérer en mémoire du matériel qu'ils doivent utiliser, ils sont déjà dans le rouge. Donc là, cette mise en groupe permet déjà de récupérer le contenu qui va être travaillé et en plus, ça réduit les tensions ou l'attention. Ça réduit l'attention qu'ils vont porter effectivement sur... Vous savez, vous êtes en train de dire, on va faire des groupes. Ils sont déjà même plus en train d'écouter les consignes, c'est avec qui je vais être. Et ça réduit les tensions. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est ensemble, ok. Ça devient presque secondaire parce qu'on détourne l'attention sur autre chose. Après, dans certains contextes, ça fonctionne pas. Moi, j'ai des enseignants, enseignantes dans des classes difficiles. En Suisse, on a des regroupements dès la fin du primaire, donc qui sont orientés dans des filières différentes dès le début du secondaire 1, donc collège, avec des classes compliquées. Me dit, moi, fille, garçon, ça ne fonctionne pas. J'ai abandonné parce que si j'impose ça, ils ne font rien. Bon, ok, quel est mon objectif ? Est-ce que mon objectif, c'est de travailler le fait qu'on doit pouvoir travailler avec tout le monde, mais à ce moment, je mets un peu entre parenthèses mes contenus d'enseignement parce que je travaille cet élément spécifique, mais c'est pas dans la formation des équipes que je vais le travailler, c'est dans le climat de classe, c'est dans des activités spécifiques pour accueillir ce que l'autre a à dire, ou alors
sur le moment, je veux introduire cette mini-structure parce que je veux les activer, les faire réfléchir, les engager sur un point particulier, et je veux que ils puissent fonctionner très rapidement. Alors à ce moment, je fais un choix différent pour mes groupes et je vais faire des groupes qui vont fonctionner. Donc mon curseur, c'est où est-ce que je le mets en fonction de mes objectifs et de ce que je poursuis à ce moment-là. Donc c'est une manière de ne pas répondre. De répondre un peu à côté. Merci. Merci pour votre intervention. Moi, c'est plutôt une remarque générale et j'aimerais bien du coup avoir votre prisme là-dessus. Je ne suis absolument pas enseignante dans le secondaire, en l'occurrence. Je me souviens juste de moi en tant que lycéenne à l'époque. Quand on me disait travail de groupe, je me chiais dessus en permanence, véritablement. J'étais victime de harcèlement scolaire pendant 7 ans. J'ai énormément étudié ça. Je suis psychologue en l'occurrence. J'ai eu des cours de psychologie de la violence scolaire et on voit justement que ce soit des groupes qui sont imposés par enseignants-enseignantes dans un cadre assez adultiste, un milieu école qui nous est imposé aux personnes mineures, ou quand c'est des groupes qui sont aléatoires, dire au tirage au sort, peu importe en fait, ça peut créer énormément de stress, de tension chez la personne qui est seule, chez la personne qui est harcelée. Moi, ça m'est arrivé plein de fois et au départ, je pensais que j'étais la seule personne. Après, j'ai lu énormément de témoignages, j'ai lu des livres là-dessus. Surtout que je suis une personne atteinte d'autisme, diagnostiquée à mes 15 ans, en l'occurrence assez tardivement. Et quand on disait travail de groupe, je me retrouvais souvent seul. Et ça m'a amené du coup à me casser de la salle, à insulter, à casser des vies, des choses comme ça, parce que j'exprimais ma frustration. Et en fait, je me pose la question de cette limite-là, parce que s'il y a des individus, par exemple, qui n'ont pas envie de travailler en groupe, et que le simple fait d'être seul dans la classe, ça peut être assez stigmatisant, est-ce que ces individus-là peuvent avoir la possibilité de partir de la salle ? Et même le cadre scolaire en tant que tel, les individus n'ont pas le choix de faire autrement. Parce que du coup, dans les deux exemples que vous avez donnés dans la vidéo, le premier, je le trouvais assez violent symboliquement parlant, mais le second également, parce que je me disais, s'il y a une personne qui se retrouve seule, et si elle n'a pas envie de répondre à la question, et qu'elle préfère rentrer directement dans les vestiaires, comment est-ce qu'on fait dans ce genre de situation-là ? En TD, à la fac, ça paraît plus simple, parce que la personne, elle peut partir du TD ou que sais-je encore. Par contre, voilà, par exemple, il peut y avoir aussi des tensions sociales. Le fait d'être une personne stigmatisée en disant j'ai pas envie de travailler avec d'autres personnes. Mais du coup, au lycée, comment est-ce qu'on fait face à ce type d'individu victime de harcèlement scolaire, qui est neuroatypique, qui n'a pas envie de travailler avec d'autres personnes, qui pourraient se sentir ralentis du coup par d'autres personnes parce qu'ils n'ont pas la même faculté cognitive, sans paraître de supériorité ou quoi, hein, je dis bien différence, hein, voilà, c'est juste une remarque, j'espère que vous avez compris ma remarque, je vous remercie. Alors, de nouveau, pour moi, on a les principes en tête, on ne va pas pouvoir donner un mode d'emploi qui s'applique à toutes les situations, et c'est pour ça que dans toutes les propositions, que ça soit dans les principes de pédagogie coopérative ou dans les mini-structures coopératives, moi je fais rentrer le climat. C'est-à-dire que tous ces éléments-là vont être travaillés avec ce prisme-là de comment je fais pour que chaque élève puisse se sentir dans la classe en étant confortable pour pouvoir participer avec les aménagements nécessaires. Alors, je vais vous le décliner en deux choses. Par exemple, sur les mini-structures, la question peut, comme c'est des temps très courts, on peut aménager, et notamment par rapport à la question du bruit, parce que ça fait beaucoup de bruit. Par rapport à la question de la rapidité des consignes, il y a plein de propositions qu'on peut faire pour pouvoir que ça soit en tout cas pas violent pas violent pour les personnes. Et donc, par exemple, moi j'ai assisté à des séances de classe où l'enseignante ne m'avait pas dit, donc je viens, je m'assois à côté d'une élève, et puis où la place était libre, et puis l'enseignante donne la consigne de préparer, puis comme c'est un cours d'allemand et que j'y comprends rien, je me tourne vers l'élève, je dis, et l'enseignante avait dit, rappelez-vous les 3 règles qui vont être nécessaires. Donc je dis, c'est quoi les 3 règles ? L'élève me donne gentiment son cahier sur lequel elle l'avait écrit. Je dis, ok, je fais peur, très bien. Donc je lis les 3 règles, je lui rends son cahier. L'enseignante met en place la mini-structure, donc je vois tous les élèves qui se lèvent, qui se déplacent pour trouver un partenaire. Et cet élève-là qui va au bureau de l'enseignant, qui prend un papier, qui revient s'asseoir, qui écrit quelque chose sur son cahier, qui va reposer le petit papier, qui revient. Je dis, il se passe quoi là, Sylvie ? Elle me dit, elle est mutique. Ah ok, d'accord. Donc, ce que veut l'enseignante, c'est engager les élèves dans le travail. Pour cet élève-là, ce n'est pas possible à ce moment d'être en interaction
avec ses partenaires, mais elle veut qu'elle soit engagée de la même manière. Donc, c'est travailler de manière à ce que ça ne soit pas stigmatisant. Disons que c'est travailler dans un ensemble. Donc, à un moment donné, c'est aussi reconnaître là où les élèves sont confortables ou pas. Pour d'autres, c'est la question du bruit. Et donc, à ce moment, il y a des espaces dans lesquels il n'y a pas plus de 3-4 personnes qui vont être présentes là. Et c'est les autres élèves qui vont bouger, mais en gardant cet espace-là. Donc, à chaque fois, on va aménager au mieux. Et maintenant, sur des questions qui sont peut-être des difficultés peut-être plus ancrées. Alors, je ne l'ai pas travaillé sur cette question-là au niveau d'élèves qui pourraient être... je vais dire... alors, je vais différer ce que j'étais en train de dire. Je repasse par autre chose. On l'a travaillé, cette question de l'intégration, l'inclusion de l'ensemble des élèves, par exemple dans des contextes où, à Genève, on n'a pas de ségrégation scolaire, donc ce qui veut dire qu'on a des élèves très différents dans les classes, et notamment dans des classes où on avait à la fois des élèves de la Genève internationale avec des enfants de fonctionnaires internationaux, mais aussi des enfants du foyer de requérants d'asile. Donc, avec des élèves qui maîtrisent peu le français, langue d'enseignement, qui ne sont pas forcément inclus facilement, qui sont là pour un temps indéterminé, d'accord, et qui s'apprêtent à repartir. Donc, en termes d'engagement, c'est pas si facile. Donc, sur cette problématique-là, on est allé travailler la question du statut parmi les pairs, mais focalisé sur la problématique. La problématique, c'est la question aussi de la maîtrise de la langue, du bagage des élèves différents, et donc on a créé des activités qui vont requérir des habiletés multiples que aucun élève ne possède, mais chacun en possède un peu. Dans ce contexte-là, c'était quoi? C'était les langues d'origine. Donc on a créé toute une série d'activités sans dire on est en train de travailler pour les élèves du foyer de requérants d'asile ou pour les élèves qui ne parlent pas bien la langue. Mais on a créé des activités en français, en citoyenneté, traduites dans l'ensemble des langues d'origine des élèves. Oui, je vois ça, oui. C'était effectivement complexe, mais on a créé cette activité dans ce contexte-là pour aller valoriser les apports. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris des mesures de statut parmi les pairs avant et après ce dispositif, et on a observé dans une activité non structurée la participation des élèves pour pouvoir voir est-ce que c'est une manière d'aller rendre, j'allais dire, visible l'intérêt de la participation de tous et de toutes, et donc de pouvoir effectivement favoriser la participation. Et ce qu'on voit, donc si vous êtes intéressé, je vous renvoie à la conférence de consensus de 2025, je dirais, sur les jeunes et les nouvelles compétences des jeunes, où on présente cette étude-là. Et effectivement, on voit que ça contribue à augmenter le statut parmi les pairs et le type de participation qui devient indépendante du statut. Donc ça, c'est une illustration qui permet de se dire ce qu'on va créer, notre responsabilité en tant qu'enseignante, ça va être de pouvoir créer des activités, parfois pour un élève, mais sans le dire et sans le focaliser dessus, pour que les contributions de cet élève-là puissent être valorisées. Donc il y a tout un travail avec l'élève qui peut être fait pour remettre l'élève aussi dans des situations plus favorables au sein de la classe et en lien avec les activités qui sont faites scolaires. Donc pas parce que des fois c'est fait, mais sur de l'extrascolaire. Et l'autre exemple, parce qu'effectivement j'essaye de vous répondre avec des résultats de recherche, l'autre exemple c'est on sort un peu du cadre uniquement de la coopération. On est allé travailler ça dans le cadre d'activités physiques et sportives, parce qu'il y a la spécificité de l'engagement corporel. Et donc, on travaille ce climat de classe avec des activités qui sont engageantes. Et on voit que quand des personnes font des activités extrêmement engageantes avec d'autres partenaires, ça va générer de l'affiliation de manière beaucoup plus importante. Donc on l'a testé dans le cadre de classes qui étaient en conflit très fort, dans le cadre d'élèves allophones 100%, c'est-à-dire qui ne parlaient pas du tout le français, qui étaient inclus dans des classes régulières par ces activités physiques et sportives. Donc c'est, pour moi, la réponse, elle n'est pas uniquement au niveau de la coopération, elle est vraiment tout ce qu'on va faire sur la question du climat de classe et du statut parmi les pairs. Je
disais, surtout dans un climat dans lequel les individus n'ont pas forcément envie d'être, où ils sont forcés à faire des activités qui ne leur plaisent pas nécessairement, où là ça peut être justement démotivant, une motivation très extrinsèque du coup. Et du coup, effectivement, on va s'appuyer sur, vous parlez de motivation extrinsèque, on va s'appuyer sur l'ensemble des besoins qui vont nourrir la motivation autonome et donc besoin de compétences, puisque ça va être aussi comment on outille l'élève, comment on lui fait pratiquer pour qu'il puisse être plus compétent, se sentir plus compétent, besoin d'autonomie et besoin d'affiliation aussi. On essaye de travailler ces éléments en disant on va pas compter sur une motivation intrinsèque, mais on va engager les élèves dans les activités et rendre pertinent ces interactions. Donc on est sur une réponse très globale. Est-ce qu'il y a une autre question ? Alain Guérian, ça vous parle ? Non. Mais d'accord. D'accord. Et j'allais dire aussi, je peux rebondir sur les personnes que vous avez ici, parce qu'effectivement, vous êtes dans une académie dans laquelle il y a beaucoup de travail sur l'inclusion, avec tout un pôle, effectivement, qui travaille sur l'inclusion. Donc, les pistes, pour moi, elles ne sont pas uniquement au moment des travaux de groupe et de la coopération, mais tout ce qui peut être fait de manière beaucoup plus générale et qui est fait dans... Je montre ce côté-là parce que j'en ai identifié de ce côté-là. Mais effectivement, donc pour moi, c'est vraiment une réponse beaucoup plus globale et c'est pas simplement au moment du travail de groupe. C'est tout ce qu'on fait. Bonjour. Vous êtes éblouissante. Merci, vous aussi. Merci beaucoup pour votre présentation, c'était très enrichissant. J'avais une question par rapport aux habilités coopératives. Il y avait toute une liste que vous nous avez présentée et qui tournait surtout autour des compétences, enfin des habilités du coup, sociales et cognitives. Et je me demandais quelle place aux compétences émotionnelles, évidemment aussi en lien avec les compétences psychosociales. Quelle est la place de ces compétences-là dans ces habilités coopératives ? Parce que du coup, le fait de savoir identifier, exprimer, réguler ses émotions va forcément avoir un impact dans le climat de la classe et dans les interactions qu'on va faire. Donc voilà. Alors, merci beaucoup. Et c'est en ça que ça devient particulièrement intéressant. Et c'est pour ça que je vous ai dit, on peut partir sur des listes toutes faites, mais vous êtes en train de pointer, il me manque des choses. Et effectivement, on peut prendre n'importe quelle liste toute faite, que ça soit celle-là ou celle-là. On va jamais forcément avoir les éléments que nous, on veut travailler. Et ce qui est intéressant, c'est pas ces listes-là. Et c'est pour ça que moi, j'appelle habilité coopérative, c'est tout ce qui va être pertinent pour pouvoir bien travailler ensemble. Le côté émotionnel n'est pas forcément fortement pris en compte dans ces travaux-là. Donc l'intérêt justement du travail actuel sur les compétences psychosociales, c'est d'aller enrichir cette panoplie-là. Et pour moi, la réponse, elle peut être de ce côté-là, mais elle peut être aussi du côté de la réflexion critique. C'est-à-dire que cette réflexion sur ces compétences émotionnelles, sur la place qu'on va donner au ressenti, à l'expression, à outiller les élèves sur le vocabulaire à utiliser, sur qu'est-ce qu'on en fait, elle peut être travaillée aussi dans le cadre de la réflexion critique, où effectivement, comment je me suis sentie, qu'est-ce que ça me fait, qu'est-ce que je peux faire pour que ça se passe mieux, ça va être on va l'élargir. C'est pour ça que ce tableau-là, d'habitude, souvent je le présente pas en me disant mais ça vous donne un exemple, c'était aussi peut-être pour dire qu'on est beaucoup plus spécifique que des compétences, on va vraiment aller décortiquer, prendre des sous-compétences, des petites choses et commencer par petit et ensuite on complexifie. Donc ça a tout à fait sa place là, dans la réflexion critique, dans le travail des habiletés coopératives et j'allais dire dans la question du climat. Vous avez vu que climat, on a soutien socio-émotionnel, donc là-dessus, on a tout ce travail directement sur les compétences psychosociales qui peut être introduit. Donc je reviens à l'importance d'introduire, je milite pour l'introduction du climat de classe comme un des principes de structuration de la coopération, même s'il ne figure pas habituellement dans les principes qui sont proposés. Et donc tous les ateliers de cet après-midi pourraient répondre à votre question. Alors on a éventuellement le temps d'une ultime question avant la pause.
s'il y a une question, a priori en ligne, il n'y en a pas. Non, je vous propose quelques minutes de pause en remerciant encore Merci à vous.